pour la deuxième partie, ça concerne maintenant du grand bond en avant au restement de 1958 à 1965. Et dans la première séquence, donc, sera le grand bond en avant 58-61 et le restement donc, qui sera de 1961 à 1965 avant la dernière partie donc, qui concerne la révolution culturelle prolétarienne de 1966. Alors, quand on parle du grand bond en avant, donc à partir de 1958, donc les dirigeants chinois vont abandonner donc, le modèle soviétique et vont préparer donc, le propre modèle socialiste de développement. C'est pourquoi donc, Mao va tourner donc, le dos au modèle soviétique pour adopter son propre modèle, mais toujours en restant dans l'idéologie socialiste. Et ce grand bond en avant donc, qui va durer de 1958 en 1961. Alors, à partir de ce moment, donc, la Chine va marcher sur ces 2 ans. Donc, pour moi, la Chine doit marcher sur ces 2 ans. La Chine donc, doit marcher sur ces 2 ans. La Chine doit marcher sur ces deux. Non, sur ces 2 ans. Sur ces 2 ans. Alors, quand il parle de la Chine marcher sur ces 2 ans, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit donc, il doit allier en même temps donc, l'agriculture et l'industrie. Il doit allier donc les deux secteurs clés. Les deux secteurs clés de l'économie. Donc, il doit allier les deux secteurs clés de l'économie. Donc, le secteur clé de l'économie. Donc. Et ces deux secteurs clés de l'économie donc, sont l'agriculture et l'industrie. Donc, les deux secteurs, c'est l'agriculture et l'industrie. L'agriculture et l'industrie. D'où donc le terme donc, la Chine doit marcher ces 2 ans. L'industrie. Donc, agriculture et industrie. Voilà les deux secteurs clés. Donc, avant, l'erreur qu'il avait commise, donc, il avait donné la priorité à l'industrie. 58% d'investissement destiné à l'industrie, alors que l'agriculture qui traînait avec 7%. Cette fois-ci, maintenant, il faut équilibrer. Donc, essayer de parler les deux, donc, l'industrie et l'agriculture, qui vont devenir donc, les poumons de l'économie sur la tombe. Tout en restant donc, dans le modèle soviétique, avec la collectivisation ou la propriété collective de ces moyens de production. Il va maintenant, avec la combinaison de ces deux secteurs, accélérer la production, la croissance de la production donc jusqu'à 250%. Donc. Alors, pour cela, donc, il va falloir mobiliser donc, la masse populaire et cette croissance accélérée. Donc, dont l'objectif est d'atteindre 250% passe par la création donc, de communes populaires. Donc, il y aura des communes populaires, donc, communes populaires. Donc, près de 2600 communes populaires qui seront créées. 2600 donc, communes populaires qui sont créées. Et ces communes populaires, c'est une mobilisation de masse des ouvriers et des paysans pour mobiliser donc l'ensemble de la population qui vont activement participer donc à bâtir le pays, c'est-à-dire son économie. Alors pour cela, il va non seulement se servir de ça, non seulement pour des activités économiques, mais la création de ces communes, c'est aussi pour la propagande de l'idéologie du parti. Donc à l'intérieur de ces communes populaires, il va en profiter donc pour l'action sociale, mais aussi avec la création de structures dans un cadre collectif donc pour regrouper la population. La création aussi d'infrastructures sanitaires. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect économique, mais l'aspect politique, l'aspect social, donc regroupe l'ensemble de ces éléments. Alors, le grand bond en avant donc n'a pas réussi parce qu'il y a beaucoup d'activités. Les paysans doivent en même temps cultiver la terre. C'est eux qui doivent construire des digues. Ce sont ces mêmes paysans qui doivent aussi fabriquer l'acier, construire les digues et aussi cultiver la terre. Donc, il y a beaucoup de tâches à remplir à la fois. Donc, un des facteurs donc, de l'échec du grand bond en avant. Deuxième facteur, ce sont les calamités naturelles, c'est-à-dire les catastrophes naturelles telles que les inondations ou la sécheresse qui ne favorisent pas donc, la production agricole. Et autre facteur, c'est les erreurs techniques. Parce que les paysans, n'étant pas bien assistés par des techniciens soviétiques qui sont déjà retirés, vont donc faire un défrichement qui va dégrader le sol. Donc, contre la dégradation du sol, donc le sol appauvri, ça ne favorise pas de bon rendement. Donc, l'Union soviétique aussi va retirer son aide financière, mais aussi les techniciens qui assistent les paysans donc, seront retirés. Donc, c'est que la Chine sera confrontée à ces problèmes. D'où on parle de l'échec du grand bond en avant. Donc, pour résumer par rapport à cette partie, le grand bond en avant.
À partir de 1950, il y a rupture donc, entre la Chine et l'Union soviétique parce que Nikita Khrouchtchev donc, avait critiqué donc, le système donc, soviétique et il y a donc des divergences entre les deux hommes politiques, c'est-à-dire entre Mao et Nikita Khrouchtchev. Donc, étant donné que Khrouchtchev a critiqué l'idéologie donc, de Staline, alors que Staline était en parfaite donc, collaboration avec Mao. Alors, durant ce grand bond en avant, donc, la Chine va adopter son propre modèle de développement socialiste économique en marchant sur ces deux ans, c'est-à-dire favoriser l'agriculture et l'industrie. Alors que pour Mao, l'Union soviétique avait sacrifié l'agriculture au dépend de l'industrie. Donc, il avait donné plus de priorité à l'industrie qu'à l'agriculture, ce qui amène donc des divergences ou des oppositions entre les deux hommes. Alors, une fois maintenant qu'il y a détachement, Mao sera obligé de se baser sur la masse populaire, c'est-à-dire en créant des communes populaires. Et la création de ces communes populaires comme pour objectif d'augmenter la croissance économique du pays jusqu'à 250%. Et pour cela, donc, 2600 communes populaires ont été créées. Et dans ces 2600 communes populaires, donc, c'était non seulement le volet économique, le volet social, mais aussi l'ensemble des activités dont la population a besoin pour faire avancer l'économie du pays. Malheureusement, donc, ce grand bond en avant a connu un échec parce qu'il y a plusieurs facteurs. Ces mêmes paysans donc, qui devaient cultiver la terre ne peuvent pas en même temps pratiquer l'agriculture, faire le travail de l'acier, mais aussi la construction de digues. Il y a aussi des catastrophes naturelles qui contribuent à l'échec de ce grand bond en avant. Quand il y a inondation, quand il y a absence de précipitation ou rareté des prestations, ça ne favorise pas donc le bon rendement agricole. Autre aspect aussi, c'est l'aide technique et financière que l'Union soviétique a apportée. Il y a donc retrait de cette aide technique. Malheureusement, donc, les paysans ne sont pas bien assistés. Il faut faire donc un défrichement abusif qui fait donc, une érosion des sols. Donc, comme conséquence, le rendement agricole va diminuer. Voilà donc pour ce qui est donc du grand bond en avant de ces actes posés, mais aussi de son échec avec l'ensemble de ces facteurs. Le deuxième élément maintenant, c'est le réajustement 1961-1965. On doit procéder à un réajustement. Après donc cet échec du grand bond en avant, Mao sera sévèrement critiqué à l'intérieur de son parti, c'est-à-dire de ses partisans du communisme, avec deux tendances à l'intérieur, parce qu'il y a une tendance révolutionnaire, donc la tendance révolutionnaire, donc deux tendances révolutionnaires avec Mao qui est toujours à la tête. Et l'autre tendance, ce sont les réformistes, donc la tendance réformiste. Donc deux tendances, la tendance réformiste. Donc les révolutionnaires et les réformistes. Alors, les réformistes, avec à leur tête, donc, l'histoire, là, donc, vont critiquer sévèrement Mao après l'échec de ce grand bond en avant. Et à partir de 1959, Mao va perdre le contrôle donc, du pouvoir politique. Il reste à la tête de l'État, mais le contrôle du parti politique, le parti populaire, donc le PCC, il perd donc le contrôle de ce parti. Et les réformateurs maintenant à l'intérieur vont donc lui tenir tête. Et ces réformateurs entreprennent le réajustement de l'économie. Donc, quand on parle du réajustement de l'économie, donc, il y a donc beaucoup de réajustements par ces économistes ou par ces réformateurs. Et pour eux, il faut maintenant ouvrir la Chine vers l'extérieur. Leur idéologie, c'est de ne pas se limiter au modèle soviétique, mais aller donc ouvrir la Chine vers le modèle occidental. Mais Mao ne va pas laisser les bras croisés. Il va lancer donc une révolution. Et cette révolution sera la révolution culturelle. Donc une culturelle, révolution culturelle. Et dans cette révolution culturelle, donc, qui va passer par la publication d'un livre qu'on appelle le livre blanc. Donc, son petit livre blanc. Donc, le petit livre blanc. Donc, le petit livre rouge qu'il va publier. Donc, un petit livre rouge qu'il va publier. Donc, pour effectivement attirer donc, la population et l'idéologie donc, qui est développée dans ce petit livre qui font que donc, la population va adhérer. Et il va se baser sur les étudiants qui forment ce qu'on appelle les gardes rouges. Donc, ces étudiants qui forment les gardes rouges. Donc, pour revenir au pouvoir. Mais à partir de 1966, donc, il va lancer la révolution prolétarienne de 1966. Cette révolution donc, sera lancée en 1966. Et il va s'appuyer sur l'armée pour essayer de conquérir le pouvoir. Donc, là, à partir de 1966, donc, sera la révolution prolétarienne de Mao qui va lancer. Et pour cela, il va passer à réduire les inégalités entre les villes et les campagnes, entre industrie et agriculture,
mais également entre intellectuels et ouvriers. Voilà donc cette révolution qui prend. C'est-à-dire réduire les inégalités. Donc, tu passes par une réduction des inégalités entre ville et campagne. Donc, des inégalités donc, ville campagne. Donc, entre les villes ou la ville et la campagne. Entre industrie et agriculture. Industrie et agriculture. Mais également inégalité entre intellectuels et ouvriers. Donc, entre les intellectuels et ouvriers. Alors, cette révolution culturelle donc, a semé le pays au chaos donc, avec environ près de 2 millions de morts où il y a donc entre les réformateurs et les réformistes donc, qui va plonger la Chine dans le chaos. Et devant maintenant cette situation donc, de désordre, on en profite en s'appuyant sur l'armée pour revenir au pouvoir à partir de 1969. Donc 1969, c'est son retour au pouvoir. 1969, il reprend donc les rênes du pouvoir politique. Donc c'est acte mené, c'était pour la reprise donc, de son pouvoir politique et il obtient donc ce pouvoir à partir de 1969. Voilà donc pour ce qui est de la révolution prolétarienne et du prolongement maintenant de son instrument culturel. Et à partir de ce moment, donc, cette Chine va revenir sur la scène politique. En 1971, la Chine donc, va prendre donc, son conseil de sécurité, le poste de conseil de sécurité au niveau de l'ONU en 1961 comme étant membre permanent du conseil de sécurité. Le président donc, Richard Nixon des États-Unis en 1972 va aussi exercer une visite officielle à Pékin. Donc la Chine maintenant étant donc dans des rails, donc essaie de se collaborer avec les autres puissances. Mais à partir de 1976, il y aura la mort donc, de deux de ses dirigeants, c'est-à-dire Zhuang Lai, donc qui décède à partir de 1978, janvier 1978, en janvier 78, 76, et en septembre, donc c'est la mort de Mao. Et maintenant, le pays va revenir au même dans les réformateurs qui vont accéder au pouvoir à partir de 1978. Et ce sera donc une autre Chine, pas sous l'aide de Mao, mais sera la Chine sous Deng Xiaoping. Et donc, on parle d'une ère à une autre. L'ère socialiste, maintenant d'une ère socialiste, encore pas sur le modèle soviétique, avec l'arrivée de nouveaux dirigeants au pouvoir, c'est-à-dire les réformateurs, ceux qui sont de la tendance réformiste avec Deng Xiaoping à leur tête, vont prendre les rênes du pouvoir à partir de 1978. Et 78, maintenant, on a une nouvelle Chine. C'est la Chine réformiste, donc la Chine qui va s'ouvrir vers le monde, vers l'extérieur. Voilà en gros donc pour ce qui est maintenant de la Chine populaire, avec maintenant l'ère Mao. Et maintenant, on va entrer dans une nouvelle ère, la Chine sous les réformateurs, donc la Chine de Deng Xiaoping. Donc là, ce sera pour la prochaine.